Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on espère que vous êtes en bonne santé malgré tout et que la seule contamination que vous essayez d'avoir, c'est d'avoir un petit peu de bonheur. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite ici, sur le plateau. Nous, on va parler d'éducation, d'une forme d'éducation, c'est dans Causement Réunionnais. Et cette éducation, c'est avec Christian Jalma. Bonsoir Christian Jalma. Salut. J'allais dire, est-ce que l'école POC-POC, dans ce contexte sanitaire, a quand même l'occasion de faire quelques actions? Oui, pour l'instant, nous passons une radio, il s'appelle Radio Cayambe. Mais je ne sais pas si nous continuons encore, nous ne connaissons pas parce qu'elle donne à nous 2 mois. Nous aurons de nouvelles ce soir, si on continue. Sinon, les actions, pas tout à fait. Parce que les personnes, ils ont peur. Mais là, ces personnes avoir peur. Mais j'allais dire, c'est tout à fait compréhensible. On a moins de chiffres, c'est moins visible. La contamination se poursuit. On voit les chiffres au niveau national, ça continue. À La Réunion, ça continue, mais on parle pas de maladie, on parle de contamination. Oui, en fait, moi, la maladie m'a pas peur la maladie, parce qu'on rappelle dans l'école POC Nénen, l'école Vanilla Galfera, moi, je sors dans un monde très très malade, c'est-à-dire je suis né dans la maladie même. La partie mange-avoirie, on rappelle qu'on a déjà discuté dans d'autres émissions, la partie mange-avoirie qui porte le nom à l'époque de la Jamaïque. Oui, il y a quelques personnes, j'ai eu l'occasion moi aussi de faire quelques reportages sur les gens qui allaient faire leurs courses dans les poubelles ou aux décharges, effectivement. Avant le score. Ouais. Après, il y a eu prise unique. Avant prise unique, il y a eu la voirie. Bon, moi, j'étais là-dedans. Beaucoup de personnes étaient malades. Beaucoup sont morts. Donc, mal pas peur de la maladie. On a à l'époque, je ne sais pas si c'est ceux qui rappellent, on a photographié des gens qui allaient chercher des cochons morts dans les voiries et qui les ramenaient chez eux pour manger parce qu'il n'y avait pas, ils n'avaient rien à manger. À l'époque, c'était 66, 67. Voilà. Donc, non, nous, c'était dans les années 80. Moi, je parle de l'époque où nous, on allait sur les... il y avait encore la Jamaïque. Oui, la Jamaïque se ferme en 94. Ouais. Voilà. Mais moi, je suis parti aussi depuis 94. Et 94, quand ça s'est fermé sur la Jamaïque, il y a eu une autre voirie sur le lieu où là, il y a François Mitterrand, la médiathèque. Comme ça, le pape est venu. Ouais. Pour que le pape, ils ont tout bouché, mais dessous, il y a une grande voirie. Juste rappeler, et là on parle de 1904, avant 1994, juste pour dire que la misère à La Réunion est quelque chose de réel. On ne voit pas, on montre toujours ce qui est beau, ce qui est bien, mais on ne montre pas vraiment la misère. Et l'occasion, dans les années 2004, 2005, voire un peu plus, d'avoir fait un reportage sur une jeune fille de 20 ans qui allait chercher dans les poubelles la nourriture jetée par un grossiste et qui s'est fait d'ailleurs appréhender par la police pour vol alors qu'elle venait juste fouiller dans les poubelles. Et puis moi, mais comme ça, c'est-à-dire, si nous sommes en situation de guerre contre le virus, dans la guerre, forcément, il y aura beaucoup de malheurs. Il faut comprendre. Moi, m'y comprends. Il faut attendre, juste attendre. Et justement, dans cette éducation que l'école POC-POC veut apporter, c'est transmettre la tradition, transmettre une forme d'éducation, parce qu'on a faut quand même remettre dans tout ce qu'on peut toujours critiquer de nos parents, de nos grands-parents, de nos grands-parents, il y a aussi une qualité d'éducation qui a toujours existé. En fait, oui, la qualité d'éducation on parle, c'est pas la tradition. La tradition, c'est une autre chose encore. Ouais. Là, ce sont des savoirs. Le savoir, ça veut dire on a reçu quelque chose de quelqu'un l'a reçu de quelqu'un l'a reçu de quelqu'un. C'est la transmission des savoirs. Et cette transmission-là, elle existe encore à La Réunion. Ouais. Mais elle existe dans des endroits, aujourd'hui, si vous voulez, on appelle ça cabaret, ou dans les cabars, ou dans certaines soirées. Mais le seul souci, parfois il y a une déviance, et ça devient des soirées à poésie, soirées à culturelle. Alors, la transmission de savoir ne doit pas être culturelle ou une soirée poétique. Oui, mais il y a aussi un fait, c'est que l'être humain, peut-être, il n'a plus envie d'être comme aujourd'hui, confronté pendant aussi longtemps à un contexte sanitaire aussi difficile à vivre, aussi inconfortable.
Oui, mais si on est dans le savoir, on n'a pas peur de ce virus. Par exemple, on parle de ce virus, on n'a pas peur de ce virus. D'accord. Mais moi, je n'ai pas peur de ce virus. Parce qu'il est là, il y a eu d'autres, il y en aura d'autres. Peut-être plus mauvais encore. Ce virus, c'est un petit bébé, ce virus. Parce que souvenons-nous, après la guerre 14-18, il y a eu un virus qui s'appelle la grippe espagnole, a fait 20 millions de morts. Oui. Ce virus, il n'a pas fait 20 millions de morts. Pour l'instant, on l'estime à 1 million. 1 million. Ouais. Donc, c'est un petit bébé. Ouais. Mais reste une chose encore, Christian Jalma, lorsqu'on parle d'éducation aujourd'hui, qu'est-ce que l'école que Christian Jalma essaye de poser, qu'est-ce qu'il faut apporter justement dans l'éducation, dans la transmission du savoir? En fait, il faut poser un seul socle, c'est d'abord qui ça voulait. D'accord. Si on ne pose pas ça, enfin dans la transmission du savoir, on ne peut pas transmettre. Parce qu'on transmettre pour dire qui ça voulait, que ça on veut, que ça on cherche, ou ça on ça va. Mais il y a quand même un problème. Si on regarde de 1863 à l'arrivée de Louis Payen de Fort-Dauphin à La Réunion, avec femmes malgaches, plus tard les Indo-portugaises, 357 ans d'histoire de La Réunion à aujourd'hui, et il y a quand même beaucoup de choses qui ont été non dites. Il y a beaucoup de choses qui ne se sait pas, ou on ne sait vraiment, les Réunionnais ne savent pas. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin d'abord de connaître son histoire avant de la transmettre? Non, mais l'histoire dont on parle là, les dates qu'on précise, avec Payen, tout ça, pour moi, c'est pas de l'histoire. C'est un fait politique. D'accord. Ce sont des gens qui vont mettre des bases politiques en place. Ce sont des politiciens qui vont créer ce qu'ils appellent l'histoire. Mais des situations qui les concernent eux directement. Or, les autres qui sont à côté, par exemple, on parle de Payen, mais Payen, il ne vient pas tout seul. Non, il vient avec 3 femmes malgaches. Oui. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, d'où viennent ces 3 femmes malgaches? D'accord. Parce que l'histoire du monde ne commence pas avec Payen. Non. Mais justement, notre mission à nous, transmission à nous, c'est savoir d'où viennent ces 3 femmes malgaches. Ces femmes malgaches, ils viennent des Antanos. Antanos, ça veut dire ceux des îlettes. À La Réunion, on le connaît bien, dans les Hauts, on appelle îlette. Ouais. Îlette, c'est pas une petite île. L'îlette, c'est un petit espace où il y a des herbes. C'est ça, îlette. Ceux des îlettes, il ne veut pas dire ceux des îles. Parce qu'à Fort-Dauphin, c'est une terre qui est dure à planter. Les Français se sont trompés d'endroit. Ils sont garés dans un endroit implantable. Oui, mais pour leur bateau, c'était plus facile. Oui, après, il y a d'autres raisons. On ne rentrera pas aujourd'hui dedans, mais il y a d'autres raisons pourquoi ils viennent à Fort-Dauphin, absolument. Enfin, pour aller vite, parce que dans toutes les côtes Madagascar, qui fait 2 fois et demi la France, il n'y avait que des comptoirs. Le seul comptoir vide, l'espace vide, était Fort-Dauphin. Enfin, le lieu de Fort-Dauphin. Implantable. Personne n'a voulu se planter. Donc, les 3 femmes viennent des Antanos, et à côté des Antanos, il y a les Antandroï. Veut dire ceux des épines. Juste pour dire, il y a 2 ans de ça, la télévision, deux télévisions réunionnaises, fait un reportage et dit, ben voilà comment marchent les Antandroï, ceux des épines, ils marchent torse nu. Ils sont pauvres. Tu vois l'information. C'est politique. Or, ces personnes-là vivent là depuis 12 000 ans, peut-être un peu plus. Donc, ils ne sont pas pauvres. C'est une façon de vivre qui sont propres. Donc, voilà la vision qu'on m'appelle politique. D'accord. Mais je reviens sur ce qui va constituer le début de l'histoire, du peuplement. Alors, de l'histoire, parce que l'histoire, il faut remonter un petit peu plus loin, parce que même au IVe siècle, il y a des gens qui ont accosté à La Réunion. Donc ça, c'est aussi, ça fait l'histoire. Mais le début du peuplement réunionnais commence à partir de ce novembre 1863, où arrivent des Français, des Malgaches, et plus tard des Indo-portugaises. Mais la question reste aussi de savoir comment ça s'est fait, comment ça s'est mis en place, comment les couples se sont constitués, parce qu'il y a eu des bagarres pour les femmes, comment ça s'est constitué, comment le premier enfant, Anne Mousse n'est pas le premier enfant né à La Réunion, mais c'est la première fille.
D'accord? Donc, voilà. C'est toute cette histoire-là que généralement, le Réunionnais ou la Réunionnaise ne maîtrise pas. Oui, il ne maîtrise pas parce que c'est un colon qui l'écrit. Et quand le colon écrit, il écrit toujours, comme je dis, d'une façon politique. Il n'a pas de sentimentalité, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de recherche sur l'autre. L'autre est à lui, l'autre lui appartient. C'est vrai, quand les femmes malgaches arrivent, il y a des enfants qui vont naître et que le colon va appeler le mulâtre. Oui. Mulâtre, ça veut dire quoi? Par rapport au mot mulâtre, on comprend la mentalité du colon. C'est-à-dire le colon est mauvais, il est fou. Parce que mulâtre, ça veut dire croisement entre deux animaux. Voilà mulâtre. C'est-à-dire mon enfant, j'ai fait un enfant avec une femme malgache, et cet enfant, c'est moi le cheval, c'est elle l'âne, et mon enfant est un ânon. Donc ça montre que j'aime pas ni cette femme, ni cet enfant. Parce que si quelqu'un aime sa femme et son enfant, il ne les traite pas de nom d'animaux. Christian, cette posture-là, elle est... Dans l'explication, je la comprends. Mais si on se projette au XVIIe siècle, il faut tenir compte de la mentalité aussi de l'époque. Et la mentalité de l'époque, comme Victor Hugo l'a dit et comme d'autres l'ont écrit, le regard de l'Europe sur le noir n'était pas un regard positif. Non. Mais justement, on parle de Victor Hugo. Victor Hugo, lui, sans moi, sans ma couleur là, Victor Hugo n'aurait été rien du tout. Pas un grand écrivain. Parce que Victor Hugo, il va dire que l'Europe, lui, fait partie, c'est lui qui est supérieur à moi. Donc, moi, à quel moment de ma vie, je vais dire à quelqu'un, par rapport à ma couleur, je suis supérieur à lui. Je n'ai pas besoin de l'autre pour le mettre à terre, pour m'élever. Or, Victor Hugo, il a fait ça avec. Il a écrit que l'Afrique, grâce à l'Europe, grâce aux Blancs, va marcher debout, va s'élever. Donc, ça veut dire que c'est moi qui l'élève. Pourquoi a-t-il besoin de moi? Pourquoi ne s'élève pas-il comme moi-même, doucement? Parce que moi, je ne m'y fais que regarder cette histoire dont on parle, le regarder et transmettre aux autres qu'il y a d'autres choses à côté, mais je ne fais pas écraser l'autre pour dire que je vais m'élever. Mais à chaque fois, j'essaye de tenir compte d'un contexte, un contexte de l'époque, de l'histoire. D'accord? Maintenant, je reviens à un fait. Le fait que, notre histoire n'a pas été écrite. Si ça a été écrit, c'est juste ça a été écrit par les colons blancs, parce que eux savaient écrire et que eux avaient les moyens de le faire. Et tous ceux et tous les autres, que ce soit dans la chronologie des arrivées sur l'île, surtout pour les Malgaches, les Africains, pour tout ce qui est indien, tous ces gens qui sont venus sont soit des esclaves, soit des engagés, soit n'ont pas les moyens, et en plus ne savaient ni lire ni écrire. Oui, encore une fois, moi, midi, aujourd'hui, il y a 100 000 illettrés à La Réunion. Enfin, chaque année, pendant ces 30 ans, il y a toujours 100 000. Moi, je ne comprends pas ça. Hein. Enfin, je ne sais pas pourquoi pendant 30 ans, il y a même 100 000. Et moi, je dis à ces 100 000 illettrés, restez illettrés. Parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de votre innocence, on a besoin de vos imaginaires, on a besoin de vos créations de mots, vos créations de vie. Restez, ne pas connaître à lire. Et c'est très important. C'est pour ça que l'histoire de l'humanité avance, parce qu'elle avance sans l'écriture. Regarde bien l'Égypte antique. Il n'y avait pas d'écriture. Et pourtant, il y a une forme d'écriture. Cunéiforme. Mais ça veut dire que le monde actuel vit sur le concept de l'Égypte antique. Oui. L'Égypte antique, enfin... Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais pour une autre raison, je vais lancer la tête. Mais je ne le dirai pas ici, pour éviter des problèmes. Non, mais m'y fait vite le cheminement. Ouais. L'Égypte antique, comment il est né? L'Égypte antique est né dans l'Afrique australe, là. Dans la Réunion, la zone ici, Mozambique, Tanzanie, le Congo, tout ça. Alors, pour ceux qui peuvent viser une carte, vous avez juste à regarder le canal du Mozambique. Voilà, tout le savoir monte jusqu'à la Nubie. Ouais. À partir de la Nubie, on commence à faire de petites pyramides avec la connaissance des étoiles. Là, à côté de la Tanzanie. Mais pour quelque chose se créer fortement, les idées se développent, il faut de l'eau. On a parlé ça dernièrement, de l'eau. Ces peuples-là vont monter jusqu'à le Nil. Et quand il y a de l'eau, on n'a plus de problème. C'est-à-dire, on est tranquille, on va analyser les étoiles, la mathématique, la spiritualité, la philosophie. Mais s'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas rien faire. Et puis, l'Égypte, c'est l'apogée de l'Afrique australe. Arrive la Grèce, toutes les Grèces vont venir en Égypte
et prendre la mathématique, tout, et ramener en Grèce. Plus tard, c'est Rome qui... la Grèce est détruite. On va parler de la fin de l'Antiquité. Voilà. Non, plus ou moins la fin de l'Antiquité. C'est Rome qui reprend tous les dieux des Grèces, et les Grecs ont pris tous les dieux des Égyptiens, les Égyptiens ont pris tous les dieux de la zone. On va parler de tout ce qui est mésopotamien, les Sumériens. Ouais. D'accord ? Donc, on voit que la quête des racines du début de l'histoire est complexe. Oui. Est-ce que le Réunionnais aujourd'hui, avec le métissage, avec l'arrivée des Mozambicains, des Sénégalais, des Français, des Européens, des Indiens, des Chinois, ce mélange fait que on est lié quand même au monde. Justement, je parlais à quelqu'un là devant la porte avant ton arrivée. Ce peuple de métis, normalement, il doit produire de grands projets. C'est une nouvelle personne qui va naître bientôt. Ouais. C'est le métissage, le métis lui-même. Or, si actuellement, tous ces gens qui parlent ne créent pas quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication. Les communications sont écrites, tu restes sur ton coin, l'autre sur son coin, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange d'idées. Or, le métissage doit produire des idées et produire une idée nouvelle pour ce monde qui existe. Et ce monde est appelé à être métissé. Qu'importe l'interdiction de la Chine, de la France, de l'Europe, de l'Union soviétique, de l'Amérique, qu'importe l'interdiction, pour empêcher ce métissage se fera. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y ait de la part d'un pays un obstacle au métissage. Je pense qu'aujourd'hui, les frontières s'ouvrent plutôt, non ? Ils essayent d'empêcher, en faisant semblant. Ça s'appelle la politique. D'accord. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé, en allant, par exemple, les Anglais en Amérique, enfin les Espagnols en Amérique. Et ils ont exterminé combien de millions de personnes. Oui. Ils le savent. Et maintenant, aujourd'hui, ils ont peur que des choses se retournent contre eux. Tout ça, c'est un savoir. Ils aimaient un savoir politique en place. Mais le métissage produira quelque chose. Alors, comment à La Réunion, avec un socle aussi important en termes de métissage, comment d'abord transmettre à chacun, en fonction de ses racines, comment lui transmettre son histoire ? D'abord, me revient au début de l'émission, c'est-à-dire connaître qui sont voulés. Demander même les créoles. Le premier choix, c'est ça. Poser la question, c'est quoi être créole ? Et demander à celui qui a créé ce mot, demander, ça veut dire quoi ? Parce que tu me nommes. Nous revient à Victor Hugo. Il me nomme et je ne comprends pas ce qu'il me dit. Il grandit par rapport à ma nomination. Or, le créole, il faut qu'il m'explique. Sinon... Parce qu'on parle de Victor Hugo, on parle de ce qui a été, à un moment donné, une polémique aussi à ce niveau-là, mais on ne parle pas de ce qu'a pu écrire Verlaine, de ce qu'a pu... Mais il y en a beaucoup. Mais de positif aussi. À la belle Malbarès, qui est une belle ode à la femme indienne. Oui, possible, mais sauf que bon, on passe vite un peu dans l'émission, hein. On passe de questions différentes. Même Baudelaire, il est venu à La Réunion. Ouais, Baudelaire aussi, oui. Mais Baudelaire, justement, c'est Baudelaire dont tu... à Malbarès, c'est Baudelaire. Ouais, Baudelaire, il est venu à La Réunion, mais sauf que moi, je ne comprends pas aussi. Pourtant, il essaye de réfléchir. Comment un poète peut venir dans cette île à l'époque de l'esclavage, avec des gens qui sont pendus, le pied coupé, l'oreille coupée, le corps abandonné, tués, des massacres, des viols, viols des enfants, viols des femmes, sans impunité, sans aucune justice qui protège ces personnes. Un poète arrive et chante quelque chose. Chante la beauté de la vie. Peut-être, j'ai pas bien compris, mais même ça, je ne saisis pas bien. Aujourd'hui, avec l'école Poc-Poc, avec ce que essaye de faire Christian Jalma et ses proches, il s'agit de restituer la vérité. La vérité n'existe pas. C'est le mensonge qui existe. C'est-à-dire, le monde est dirigé par le mensonge. Regarde bien les hommes politiques. Qu'est-ce qui les fait marcher ? C'est uniquement le mensonge. On va me dire, oui, mais ils ont fait quelque chose, ils ont créé un immeuble. Mais ça, c'est obligé. Cet immeuble est obligatoire. Il est obligatoire. Mais après, l'obligatoire, on a besoin d'être bien, de sentir bien, moins de violence. Et là, il n'y a pas d'action. Il n'y a que des mensonges. Donc, il y a quelque chose que le politicien va faire, c'est obligatoire. Et les choses on a besoin réellement, ils ne font pas. On a parlé d'éléments aussi. Le béton est violent. Il ne me donne que la violence. C'est-à-dire, quand tu habites dans un immeuble,
tu dois le payer. L'immeuble t'impose de le payer. L'immeuble est froid, tu n'as pas de connotation culturelle avec un béton, tu n'as rien avec cet immeuble. On a besoin d'autre chose. Et c'est là que je parle de mensonge. D'accord. Alors là-dessus, Christian Germain, on va s'arrêter parce qu'on arrive au bout de ces 20 minutes d'échange. Ce que je propose, c'est que donc avec Noéline, entre autres, on essaye de voir un petit peu comment peut se faire la restitution, peut-être pas de la vérité, mais au moins de certains faits qui méritent d'être connus par les Réunionnais. Moi, j'appelle ça le savoir. D'accord. Ça sera donc le savoir. Merci Christian Gelma pour cet échange. Merci alors nous on aura tout au long de la semaine on va parler de charcuterie. J'ai été faire quelques reportages donc dans une charcuterie. On verra tout au long de la semaine la famille, chacun va s'exprimer. On commence aujourd'hui par celui qui a créé l'entreprise familiale, c'est donc le père, donc Jean-Paul Elaya. Comment on a eu le goût de venir à la charcuterie? On a choisi le travail après quitter la boulangerie pendant 20 ans. J'ai choisi la charcuterie, comme on avait 2-3 cochons dans le parc. On a essayé de travailler sur les biens, mais comme jusqu'à aujourd'hui nous tenions, nous sommes fiers de nous que le travail ça va marcher, les clients sont satisfaits. Vous l'êtes né en quelle année? 52. 28-7-52. Et vous l'avez grandi où ça? Là, la place tuée là, Pito Saint-Leu. Combien de frères et sœurs? Tout seul, célibataire. Non, vous n'avez pas eu de frères, pas de sœurs? Non, tout seul. C'est une sœur. Et vous êtes parti à l'école? L'école, juste apprendre à lire, écrire un petit peu et signer. Où ça, là, comment ça travaillait avant? Avant, je travaillais à la boulangerie. Quand on avait 10 ans, 13 ans? 10 ans, moi, t'es quoi partout, il y a tout le monde pour apprendre le travail. Charpentier, menuisier, tuer cochon, apprendre la boulangerie. Et aujourd'hui, je suis content. M'a fait 20 ans la boulangerie quand même. Et là, pour la charcuterie, j'ai 30 ans cette année. Puis pense que vous la commencez par regarder papa tuer cochon? Mon papa était tuer cochon bénévolement quand même au départ, avant, mais après un petit peu avec le monde, c'est bien, avec le monde en dehors. Monsieur X, Monsieur Z, me dit, moi, tu sais apprendre le travail, moi, tu sais apprendre le travail, un petit peu à menuiserie, un petit peu charpentier. Et la boulangerie, surtout, m'a gagné un petit peu le coup quand même. Et il veut dire, mais m'a tenir le choc quand même pour travailler sur les biens. Vous l'avez quel âge quand on l'a tué au premier cochon? Bouf, bonne question. Bonne question. On avait quand même moins 20 ans quand même, il faut dire, et pour tuer cochon pour le monde sous les biens. Un petit peu pour le monde, mais pas pour nous, hein, mais plutôt ailleurs, en dehors, comme on a fini à apprendre un petit peu, ça fait plaisir que le monde était quand même satisfait quand même le petit boulot. Hein. À l'époque, quand il tuait encore cochon, quand il tuait encore cochon dans la cour, quoi il fallait savoir faire pour bien tuer le cochon? Le savoir-faire, le cochon, il faut trapper dans le parc d'abord, emmarrer les 4 pattes, un petit corde dans la gueule quand même, emmarrer pour pas qu'il puisse blesser à haut. Et après, si un tabaté, il faut dire si un 2-3 planches, les gens qui tenaient et on pique le cochon et quand il finit piquer, il finit bien saigner, voilà. Un petit bac, le sang, mais on a toujours 2 morceaux de pain dedans, avec un petit grain de sel pour pas que ça caille. Et après, on gratte le cochon quand on les a tués. On gratte, on commence à travailler un petit peu avec le ventre du cochon parce qu'il a pris à moins un peu avec le ventre, comme dire, c'est tellement fragile. Et puis dans le pied de cou. Mais après, avec le chaud, avec casserole, voilà, nous gratte le cochon, il roule le cochon en 2, il enlève la tripe, il enlève le foie,
Avant, me dire, t'es pas, on dit pas cochon, me dire que ils mettent une table à côté d'eau, ils mettent la viande dessus sur les biens. Et pas comme de maintenant. Mais avant, et puis, me dire, avec les personnes qui ont tué le cochon, me dire, moi, on a mon petit moulin à saucisse, un petit peu saucisse, un petit peu gratte au lapin surtout, un petit curry, le foie pour goûter sous les biens, un petit morceau de la viande dans la braise, s'il y a tout le petit filet. Ben, moi, j'étais content quand même avec le monde et le monde est satisfait quand même. À cette époque-là, quand on a 20 ans, tuer cochon, il permet de gagner la vie? Ben, faut dire quoi, moi, je cherche pas l'argent, moi, je gagne mon petit carré. Voilà. T'es déjà marié à ce moment-là? Oui, déjà fait une promenade, marié, tout, épousé, tout ensemble. Voilà. À quel âge vous la rencontre, madame? Ben, on est marié à l'âge de. Étant marié, disons 20 ans, à l'âge de 20 ans. À quel âge vous la rencontre, Ali? Avec quel âge? Oulala, c'est un petit peu. On s'y a quand même, au moins de 2-3 années quand même. Alors, vous avez 17 ans, elle avait 15 ans. C'est ce qu'elle a dit, moi. Mais voilà, c'est déjà ça, mais c'est déjà bien. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous tiens pour le secteur, nous sommes toujours ensemble, toujours quand même. D'accord. Et ça y aide en tout cas quand un ménage il tient, il permet d'avancer, de travailler un peu l'esprit tranquille. Ah oui, quand Média Mimosa, faut dire quoi, il a aidé moi beaucoup quand même, quand maman il était petit, mais elle t'a fait mon boulot quand même sur l'arrière, quand elle a commencé à tuer le cochon, et Média, les enfants n'étaient pas si grands que ça, pour dire, il met la main à la pâte. Ben, il est comme moi-même, elle fait son petit peu boudin, et moi, on découpe la viande pour les clients, son petit peu graton, son petit peu salé, son petit peu boucané. Mais il connaît quand même, un petit bout de son petit peu fromage qu'il connaît fait quand même. Et voilà. Madame, te donne la main, maman, t'es présent aussi. Ah oui, c'est le plus grand, faut dire oui, comme Fabiola, elle était un petit peu plus grand. Et Cococ, faut dire le fils de Média avant l'école quand même. Mais tout est mis à la main, à part si tu es capable, tu aides quand même sur les biens. Voilà. Et c'est ça, les biens, c'est que la famille, t'es en temps, t'es mettre la main ensemble? Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, toutes les partants et de les satisfaire. Au moment que les vieux parents sont toujours à la main, mais j'étais tellement content, il faut dire, voilà. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que l'entente, la solidarité, c'est voilà. ça qui fait que l'entreprise familiale y marche. Super, le mariage, faut dire, le familial, au niveau des enfants, au niveau nous tout ensemble, et jusqu'à maintenant, nous dialoguons et nous distraisons quand même, et tout est solidaire, et il met la main à la pâte. Voilà. Jean-Claude Elaya a réussi justement à tenir ça, à maintenir la famille autour de son projet, autour de ce qu'il a réussi à faire. Faut dire oui. Et justement, comment être un papa, comment être un bon papa, comment être en même temps un bon chef d'entreprise, un bon mari. C'est les enfants peuvent bien dire ça quand même, Mimose peut bien dire ça quand même. Si moi me dis oui, les autres vont dire non, c'est pas joli, mais au moment où on a fait les enfants, on a fait Mimose, on a fait même les travailleurs qui sont là, sous la main, ils peuvent avoir un petit détail quand même. Moi, ça va. En voulant dire, ça va. Vous l'avez réussi votre famille, vous l'avez réussi votre entreprise? Oui, super. Jusqu'à aujourd'hui, super. Jean-Claude Elaya, qu'est-ce qui reste à vous encore à réussir? On verra plus tard. Mais nous tentons toujours à améliorer quand même. Voilà. D'accord. Continuer à développer l'entreprise familiale? Toujours, oui. Avec toute la famille autour? Toujours avec la famille, toujours. Jean-Claude Elaya n'a pas un rêve pour lui? Il n'y a pas quelque chose que lui a envie de faire pour lui tout seul? Non. Avec tous les enfants. Tout. Et puis, vous me dites, quand les enfants, là, nous un petit voyage, on en profite, nous ça va. Comme Mimose aussi, il n'est pas trop en bonne santé, on veut dire, il a diabète qui fatigue un petit peu, mais quand nous gagnons l'occasion, mais de maintenant, on veut dire, faute la maladie, il ne voyage pas, mais sinon ça, nous ça va, voilà.
Nous, les enfants, ils occupent le boulot et nous, ils bossent, nous, ça va. Nous voyageons, il faut dire, voilà. Maintenant, nous, DL, ici, plus tellement agrandir nous grandissons pour les enfants, comme les autres les parents au niveau de le boulot, mais nous, quand nous gagnons une petite monnaie de poste, nous avons une petite occasion, nous ça va. Nous, ça va. Et moi, je suis là pour aider quand même, pour aider, pour soulager, pour diriger aussi, et je suis content avec toute la famille, voilà.